Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, maître de conférences associée à l'Université de Metz et je reçois aujourd'hui Dominique Graziani. Dominique, bonjour. Bonjour Yuline. Alors Dominique, elle a vécu une expérience de mort imminente et elle a reçu des informations très importantes, des messages pour l'humanité et donc elle va nous partager ces messages. Elle a aussi écrit un livre qui s'appelle L'enseignement de Léla que vous pouvez trouver sur Internet. Je précise que Dominique n'est pas une douce rêveuse, c'est quelqu'un qui a les pieds bien dans la science, elle est ostéopathe et kinésithérapeute et elle a un master en santé. Alors Dominique, racontez-nous, vous avez vécu une expérience de mort imminente, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte, comment c'est arrivé? J'étais en balade en montagne avec mon mari, c'était un 12 juillet, c'était l'été, et nous avions vérifié la météo. Et malheureusement, il y a eu des orages et nous nous sommes réfugiés dans un refuge qui était un ancien bunker. Il avait la fenêtre cassée et il s'est avéré que lorsqu'un autre randonneur errant a ouvert la porte, il y a eu un coup de foudre qui est passé par la fenêtre cassée et qui m'a laissé sur le carreau en arrêt cardio-respiratoire, en état de mort apparente. Mon mari avait été projeté également à 5 mètres de moi et quand il s'est relevé, quand il est revenu à lui, il a vu que pour lui, j'étais morte. Il venait de passer son brevet de moniteur de secourisme. Et ça lui a permis d'entamer immédiatement. Il avait tout ça très frais dans sa tête, ce qui est important d'avoir ça frais et de le faire souvent parce que quand ça vous arrive, c'est dans la seconde que vous réagissez. Ça, c'est... Et il m'a fait tout de suite un massage cardiaque pour me sortir de là. Donc, je ne suis pas restée longtemps sans oxygène dans le cerveau, je pense, parce que sinon, je serais complètement gaga à l'heure actuelle. Voilà. C'était dans ces conditions-là. Ensuite, je suis partie en hélicoptère à l'hôpital le plus proche. Et comme c'était le Tour de France, ils n'ont pas pu m'emmener en France. Je me suis retrouvée en Italie, en réanimation en Italie. Voilà. Alors vous vous réveillez de cette expérience, qu'est-ce qui s'est passé? De quoi vous vous souvenez par rapport à cette expérience de mort imminente? Lorsque je me réveille, ça paraît complètement présent et complètement évident, comme si ça n'allait jamais disparaître. Et d'ailleurs, ça n'est jamais disparu. Quoique ce qui est disparu, je ne peux pas vous le dire, parce que ça a disparu. Oui, forcément. Donc, ce dont je me souviens, c'était vraiment très très évident. Mais ce qui a fait que je me souvienne, je pense que c'est parce que lorsque j'étais dans cet état de décorporation, je me suis dit, tu t'en souviendras. Et j'ai bien senti que c'était vraiment le lien entre cette conscience qui est décorporée et mon mental. Et parce que je me suis dit, tu t'en souviendras, ça fait 3 ou 4 fois que tu viens. Je sais plus si c'est 2, 3 ou 4 fois, je crois que c'est 3 fois. Je savais pas exactement le nombre, ça faisait plusieurs fois que je venais. Et je me suis dit, maintenant, tu vas t'en souvenir. Et quoi, ça veut dire que vous avez fait des sortes d'allers-retours où vous seriez Alors, entré dans cette grande conscience oui, c'est à ça, j'ai pu plusieurs faire les reprises? allers-retours et à chaque fois oublier. Je ne sais pas quand je les ai faits. Est-ce que je les ai faits à ce moment-là? Est-ce que je les ai faits dans une autre vie? À l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait penser avoir fait d'autres vies. Est-ce que je sais pas. Après, peu importe. L'essentiel, ce que je voulais vous dire, c'est que, enfin, peu importe pour moi en tout cas, peut-être pour les gens c'est important, mais pour moi, ce que je voulais vous dire, c'est que le fait dans cet état-là, de se dire, tu vas faire le lien, tu vas t'en souvenir, ça m'a mis un câble, une sorte de câble, une sorte de lien pour pouvoir m'en souvenir, et ensuite, c'est resté complètement conscient. Alors, quels étaient ces messages? Parce que j'ai l'impression que c'était des messages relativement complexes à comprendre, et donc on ne peut que convier nos auditeurs à lire votre ouvrage où vous expliquez tout en détail. Comment pouvez-vous nous expliquer ça le plus simplement possible, ces messages pour l'humanité? Alors, j'ai essayé justement de les expliquer simplement en les écrivant. Parce que à l'oral, j'allais très très vite. Donc là, on est à l'oral, je vais vous dire, c'était des messages. Ils m'ont dit de le dire. Ils m'ont dit, tu leur expliqueras, mais ce ne sera pas facile. Donc j'avais déjà l'information d'expliquer. Sinon, je l'aurais pas expliqué, je l'aurais pas dit, parce que je me sentais pas légitime d'expliquer quoi que ce soit, surtout ce genre de message.
C'est le lien entre la conscience et la matière. C'est comment fonctionne la conscience pour créer la matière. C'est l'identité de la matière. Hein? C'est déjà Donc ça beaucoup. veut dire que la conscience serait première et que la matière viendrait de la conscience et ce n'est pas la matière qui créerait la conscience. Tout à fait, vous avez déjà compris. Mais ça explique comment ça marche, comment la conscience crée la matière. Donc en fait, c'est l'identité de la matière. Ensuite, c'est l'identité du temps et l'identité de l'espace. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait trois choses. Une sorte de théorie unifiée pour les trois, qui n'est pas toujours facile à expliquer parce qu'il faut laisser tomber les concepts qui nous bloquent depuis trop de temps. Et voilà. Et ils m'ont chargé de cette information en bloc. C'est comme si vous mettiez une clé USB, vous chargez l'info. Et ça veut dire quoi, ça, l'identité, temps, espace et identité de la conscience? Ça veut dire ce que c'est. Comment nous, on peut l'expliquer avec avec ce que l'on peut abstraire, avec notre capacité d'abstraction. Jusqu'où on peut aller. Et pour Bien, ça, avec vos mots, comment vous expliqueriez ça? ouais. Pour ça, ils m'ont donné les outils pour l'expliquer. Ils m'ont dit, voilà, t'as l'info, mais il va falloir que tu leur expliques. Et pour leur expliquer, tu as trois outils. Seulement trois. Ça, c'est déjà un outil, c'est-à-dire que savoir qu'on n'en utilise que trois, pas plus. C'est-à-dire que s'il y en a un de plus qui arrive, il n'est pas bon. Donc seulement trois. Les trois outils, le premier, ils m'ont dit, c'est les mathématiques. Ils ont densifié le mot mathématique pour que je vois vraiment écrit comme en gros. Mais c'était assez joyeux et c'était gai, sans se moquer de moi, bien sûr. Ils m'ont dit, dans les mathématiques, tu choisis que la logique. Donc le premier outil, c'est la logique pure, que la logique. Le deuxième outil, alors moi je suis musicienne depuis que j'ai 10 ans, je fais de la guitare classique et puis après, voilà. Et ils m'ont dit, c'est la musique. Alors c'est pareil, ils me l'ont mis en petite récompense comme ça, mais style, tu fais pas toute la musique. Dans la musique, tu vas choisir que la fréquence. Et dans la fréquence, tu la prendras sans temps et sans espace, puisque c'est ce que tu vas expliquer. Donc, tu ne vas pas expliquer quelque chose avec ça, ce qu'il compose. Donc, c'est de la fréquence sans temps et sans espace. Donc, premier, c'est la logique. Deuxième, c'est la fréquence. Et le troisième, c'est un mode, en fait. C'est si c'est trop compliqué pour toi et que tu n'y arrives pas, du coup, ils t'ont pas dit et que tu n'y arrives pas, hein. Leur phrase, c'était si c'est trop compliqué, c'est que c'est faux. Alors, dans leur langage, ça veut dire si tu n'y arrives pas, si tu as des doutes, etc., cherche plus simple. Parce que tu te complexifies trop. Voilà. Et ce que tu dis n'est pas faux, mais n'est pas totalement vrai. Et pour eux, le faux, c'est quand c'est pas totalement vrai. Voilà. Vous voyez, ça va, je vous ai pas perdu. Un petit peu, disons que, et sans doute que vous avez perdu en cours de route aussi certains auditeurs. Qu'est-ce que ça veut dire, la logique et la fréquence? C'est-à-dire que ces deux outils, comment est-ce qu'ils nous permettent de comprendre comment fonctionne la conscience? Comment est-ce qu'ils permettent de comprendre comment fonctionne la conscience? Alors, c'est comment fonctionne la matière qui est faite. Alors, la matière, je commence par la matière. C'est c'est un disque dur de l'information. Mhm, Pour nous, c'est pratique, c'est très stable. C'est ce qui nous permet d'évoluer, bien sûr, parce que là, je vois le côté pratique. C'est ce qui nous permet de faire des expériences, de nous protéger, de manger, de nous couvrir, d'avoir d'avoir des prévisions sur le comportement de la matière que nous manipulons, d'avoir des mhm, prévisions, bien sûr, dans l'avenir. On sait, par exemple, qu'un livre, on va pouvoir le garder un certain temps et qu'il ne va pas se décomposer tout de suite, qu'il va être léger, qu'il va garder l'impression de l'encre. Vous voyez, chaque matière, c'est pour ça que certains travaillent avec, par exemple, des pierres, et chaque matière a sa résonance, a sa particularité. mhm. C'est un disque dur de l'information et chaque matière a une information différente. Les matières composées également, mais c'est encore plus complexe et il y a sûrement des interactions. Donc ça, c'est la matière. On a déjà fait Et la donc matière. la matière chaque matière a une fréquence. Fréquence. Ah non, ça c'était comment expliquer la matière. Ok, parce que en physique aussi, on dit que chaque masse a une fréquence. Donc,
Oui, mais c'est là on parle ça dépend de quelle fréquence on parle. Là, c'était pour parler de la composition, de l'identité. Ensuite, la, Donc le les- disque dur, le disque dur, voilà, c'est le disque dur de l'information, la matière. Et alors, ensuite, vous avez le temps. Le temps, faut l'avoir comme une énergie d'intégration du présent dans le passé, une énergie d'intégration des événements que nous faisons, de tout ce qui se passe dans l'histoire. c'est compliqué aussi ça à comprendre. C'est pour ça que j'ai écrit, parce que j'ai essayé d'expliquer aux gens. Euh, et s'ils n'ont pas le projet comme moi de comprendre ce qu'ils savent, parce que comme c'est vrai, enfin je pense que c'est vrai, en tout cas, si c'est vrai, ça résonne en eux parce qu'ils sont faits de ça. Donc certains m'ont dit, ceux qui ont lu le livre et ceux qui ont écouté des vidéos que j'ai déjà faites, me disent, mais on le sait ce que vous avez dit. C'est formidable parce qu'on ne savait pas le dire, mais on le sait. Vous voyez? Est-ce Donc que vous pouvez nous montrer votre ouvrage à l'écran? c'est l'enseignement de l'AIA, mécanique de la conscience universelle. Et c'est publié en auto-édition? Oui, c'est en auto-édition, c'est les éditions Cassius. Et pour l'instant, vous pouvez le commander sur mon site. Je ne l'ai pas mis sur Internet. D'accord. On Voilà. mettra les coordonnées de votre Ouais. site. Parce que je pense que j'ai mis livre réservé aux initiés, parce que sinon, certains perdent pied très très vite. Donc, c'est pas forcément pour vendre le livre, mais voilà. Pour expliquer ça, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, ça, c'était le temps. Je continue à vous casser la tête et Mais oui, avec, allez-y, avec avec plaisir. l'espace, avec l'espace, puisque hier on a fait la matière, mais c'était de l'extra résumé, hein, le temps. Et l'espace, en fait, c'est à chaque fois, à chaque fois, il faut que je réfléchisse. C'est l'inverse de l'influence. C'est-à-dire que vous avez des choses qui sont influences les unes par rapport aux autres. Et, et l'espace, c'est c'est une chose qui est l'inverse de l'influence. C'est-à-dire que on le voit facilement. Au plus vous voulez mettre d'espace, au moins vous avez d'influence. Ça Ok, nous permet de nous situer dans notre vie. Ça, d'accord. ça permet à la matière de vivre. Vous voyez, on ne va pas mettre de l'eau à côté d'un volcan, sinon il n'y aura plus d'eau, ou alors on aura de la vapeur. Donc ça permet à la matière de vivre et aux vivants de s'organiser et de se créer des vies et des expériences. Ok. Voilà. Sinon, les messages que j'ai eus également, donc ça, c'est les trois messages principaux qu'ils m'ont demandé de dire. Ils m'ont dit, donc tu leur expliqueras, mais ce ne sera pas facile. Et plus loin, ils m'ont dit un peu moins densifié, mais en mots quand même. C'était pas écrit, ça, c'était si tu veux. Et longtemps, je me suis dit non, je veux pas. Je veux pas l'expliquer. Pourquoi vous aviez cette... Ben, cette- parce que je voyais bien que beaucoup de personnes n'allaient pas comprendre et je savais pas si on était prêt à voir ça, si c'était le souci de chacun d'avoir des réponses à ça. Moi, ça m'a toujours intéressé, mais peut-être pour ça qu'ils sont adressés à moi, mais j'étais pas sûre. Et puis, je me sentais pas légitime. Je voulais pas qu'on dise, tiens, celle-là, ça y est, elle croit qu'elle va expliquer ça, alors que les physiciens se cassent le nez depuis des siècles à essayer de chercher des théories unifiées. Et puis elle, ça y est, elle a fait aucune étude de physique, elle va nous donner des théories unifiées. Voilà. Alors ils m'ont dit si tu veux. Et alors je leur ai dit non, je veux pas. Et ils m'ont dit mais je leur ai dit parce que moi je suis pas légitime. Ça je vous le dis en mots, hein, mais c'était instantané en transmission de Oui, pensée. comme ouais, Et en savoir. sorte de télépathie. Ouais, c'est plus que ça. Moi je suis pas légitime pour ça. Demander à un physicien, un mathématicien de faire ça. Et ils m'ont dit non, non, non. Parce que toi, t'en connais assez, t'en connais pas trop, c'est bien. Et en plus, tu n'as pas l'engagement dans des hautes études difficiles qui t'ont fait souffrir, qui vont mettre des freins à la communication de ton savoir et également qui vont te cadrer dans une sorte avec une omerta des choses que tu ne dois pas dire par rapport à ce que tes pairs t'ont appris. Donc ceux qui ont fait des études avec des doctorats, avec, etc., ils sont engagés, pas tous, mais sûrement certains.
et voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit, qu'ils étaient engagés dans une sorte de ligne et qu'ils avaient du mal à en sortir et de mettre, une croix sur des concepts qui les a emmenés, à ce niveau-là d'ailleurs. Tout C'est à très fait, oui. pour eux. C'est comme vous couper l'herbe sous les pieds pour eux. Donc c'est très courageux aussi, ça demande énormément, énormément de courage et puis c'est pas facile parce que il faut pour moi, c'était plus facile parce que c'était un peu une page blanche. Voilà. Et voilà et pour que je le fasse, ils m'ont dit donc si c'est trop compliqué, c'est qu'il y a plus simple. À l'air de dire, même si tu as pas fait tout ça, si tu y arrives pas, c'est qu'il y a plus simple. Ça m'a beaucoup servi ça, parce que, des fois je me disais: «Bon alors là, j'ai c'est fini, là je laisse» et je laissais et quelques mois plus tard, je me disais: «Mais c'est évident, c'est ça». Il fallait tout de suite que je l'écrive parce que c'était comme un rêve à chaque fois, c'était des infos qui revenaient, qui se réorganisaient. Parce que pour sortir nos informations, pour qu'on arrive à les sortir, il faut qu'on les réorganise. C'est un peu comme un rêve. Si on ne se souvient pas du rêve, c'est souvent, vous le savez très bien, Evelyne, mais c'est souvent parce qu'on n'arrive pas à le structurer pour l'expliquer. Il est trop hors sol, le rêve. Et Oui. là, voilà. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le repère. Et donc, quelquefois, j'avais le repère, il fallait tout de suite que je l'écrive avant de le reperdre. Donc, quand j'étais en voiture, ça arrivait souvent. On est en demi-hypnose quand on est en voiture. Tout à fait, oui, oui. On arrive au boulot, on se dit: «Tiens, on est déjà arrivé et on est quand même concentré sur la route heureusement, mais quelquefois C'est ce qu'on appelle les transcommunes. voilà et ça m'arrivait souvent là, ou le soir après la journée de travail bien fatiguée, heu, pouvoir ne rien faire, même pas regarder un film, même pas lire, rien. Mais là, j'avais plus d'infos quand j'étais bien fatiguée. Donc c'est comme ça que je l'ai écrit avec en sorte d'hypnose, mais c'est pas une vraie hypnose, vous connaissez sûrement ce que c'est. Oui, d'état légèrement modifié de conscience où effectivement on est moins pris par notre esprit analytique et par notre conscience analytique et donc plus proche, de ce qu'on pourrait appeler ou de ce que des gens comme, le docteur Charbonnier appelle la conscience intuitive. Voilà, Se mais moi il fallait libère de ces ouais, c'est ça. Mais il fallait que je garde l'analytique, puisqu'il fallait que je garde la logique et c'est justement en essayant de garder que ça, en essayant de cibler la question, que je trouvais la réponse. C'était comme ça, c'est la question souvent était mauvaise. Je me disais: «J'y arrive pas parce que je me pose pas la bonne question» et quand je trouvais la question, je trouvais la réponse et les gens qui ont compris, j'ai, j'en ai quelques-uns, il y en a un qui m'a dit: «C'est le livre le plus important qu'il a lu de sa vie». Alors qu'il en a pas lu qu'un. oui. Non, non, il lit beaucoup, mais voilà. Il me dit: «Faut absolument que vous en parliez, nani nana, parce que ce que vous dites, c'est le plus c'est très important». Alors, je le conçois, ça vient pas de moi, donc comme ça, je suis déchargée, mais si c'est vraiment ce que je prétends que c'est, il faut le dire, parce qu'ils m'ont demandé de le faire. Après Vous si je avez perçu pourquoi c'était important pour eux, ces messages pour l'humanité au sujet de cette conscience et de la ouais, matière? ils m'ont montré des choses, et j'ai compris tout de suite. Et j'ai dû après le ressortir pourquoi. Donc ils m'ont montré, la pauvreté sur terre. Pour ça, ils m'ont montré l'Inde, voilà et ils m'ont montré la souffrance, en fait Un peu et comme, le Bouddha qui à un moment réalise, Siddhartha Gautama quand il sort de son palais et qui croise pour la première fois la souffrance. ah peut-être, mais alors c'était un obstacle qu'ils me montraient. Ils m'ont montré, la souffrance, mais l'Inde, c'était un obstacle, je ne sais pas pourquoi. Je enfin, je dis: «Je sais pas pourquoi». En fait, je pense que c'est parce que les gens qui sont et puis nous aussi, c'était un symbole. C'était les gens qui sont pris par, la préoccupation de manger, de s'habiller, de dormir et d'aller bien, ne peuvent pas, avoir, ces niveaux de conscience. Donc il Mmh. fallait essayer d'arrêter de laisser les gens dans cet état, de préoccupation. Qu'on OK. pouvait très bien se lever maintenant et que ça, c'était fini et ils m'ont dit ça, ils m'ont dit: «Pourquoi ça, c'est encore réel?» et ils m'ont montré l'addition. Ils m'ont dit: «L'addition,
c'est faux. Donc pour ça, ils m'ont fait un test, ils m'ont dit 1 + 1 égale 1. 1 + 1 = 2. Ça entraîne 2 + 2 = 4. Ils m'ont dit: «Il y a qu'une chose de vrai là-dedans». Ils m'ont dit: «C'est quoi?» Et ils ont pas attendu que je réponde. Ils m'ont dit: «La chose qui est vraie là-dedans, il y a qu'une chose, 1 + 1 = 2, c'est pas forcément vrai. Ça peut être vrai, mais c'est pas forcément vrai. La seule chose de vrai, c'est entraîne. C'est la logique, c'est le lien entre les 2». Et ils m'ont dit: «Notre monde, il est basé sur ça, mais donc aussi sur la soustraction et sur la division, parce que c'est un dérivé de l'addition et sur la multiplication, pareil. Donc ça veut dire que si toi tu as, si vous avez, Evelyne, moi je n'ai pas. Ça, c'est la soustraction. C'est faux. Et donc, comme le monde est basé sur ça, eh bien, ça crée une préoccupation qui nous maintient dans un état d'animaux, en fait. On ne pense qu'à manger et qu'à survivre. Donc, ils m'ont dit ça, laissez tomber l'addition. L'addition, c'est pour, alors, ils ont dit, que c'est pour des petits esprits. C'était pour vous quand vous étiez esprit bébé, mais maintenant, il faut que vous grandissiez. C'est un petit peu comme si vous passez de la maternelle à l'école primaire, quoi. Vous arrêtez de dire nana, maintenant vous apprenez à vraiment écrire. Ils m'ont dit voilà, maintenant vous savez, vous avez acquis une capacité d'abstraction qui peut vous permettre de faire de nouvelles mathématiques. C'est ce que dans mon livre, en fait, dans mon livre, je fais parler Laïa, donc je l'appelle l'enseignement de Laïa, et c'est la conscience qui me transmet ces messages-là. C'est pas la conscience universelle, c'est une partie recrutée qui s'occupe que de ça, que du lien entre la conscience et la matière. Donc, je pense, hein. Enfin, en tout cas, moi, elle m'a transmis que ça. Et, euh, et pourquoi je vous disais ça? Je sais plus. Voilà. Continuez. Ouais. Et donc, Donc, donc on cette parlait de addiction l'addition qui était fausse, donc ça, c'est quelque chose qu'il vous a qui crée notre perdition, quoi. C'est faux dans tout, en fait. Ça n'est vrai que dans les conceptions humaines. Je dis toujours par rapport à l'alimentation. Par exemple, si vous mangez 2 tartes aux pommes, vous n'allez pas être 2 fois plus grosse que si vous en mangez qu'une. Vous n'allez pas avoir 2 fois plus d'énergie que si vous en mangez qu'une. Vous allez peut-être en avoir 1 fois et demie, ou enfin bon, voilà. Heu, ça se vérifie pas. Ça va dans le sens. Donc ils m'ont dit ça, c'est vraiment grossier comme, approche de la réalité. Donc si c'est grossier, c'est que c'est faux. Il y a une meilleure approche qu'il faudrait réinventer. Ils m'ont dit ah oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc que Laïa dit, à la fin de l'ouvrage, elle demande aux mathématiciens d'inventer de nouvelles mathématiques. rien que ça. Rien que ça. Et elle dit comment elle le veut, quoi, très, très rapidement. Voilà, en enlevant cette addition et en faisant des modèles sur, les ensembles, des modèles sur les ensembles, sur les intégrations et sur les gains de fonction. Voilà, il faut inventer des codes aussi. On peut peut-être garder 1, 2, 3, 4 en faisant des niveaux d'organisation. Moi, c'est ce que j'ai fait pour expliquer les niveaux d'organisation de la conscience. Premier niveau, deuxième niveau, bon, on est obligé de se structurer, nous. Ça ne veut pas dire que le premier niveau était avant le deuxième. Mais ça veut juste dire, c'est pour structurer notre cerveau. Une fois qu'on a ça et qu'on trouve ça évident, ensuite, euh, c'est un acquis et on accède à une compétence supérieure qui se fait par une sorte de mutation, quoi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez tout ça. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire lire votre livre ou d'échanger avec des gens comme Philippe Guimond, par exemple, qui est physicien quantique et qui s'intéresse à la matière, à la conscience, à ce qui nous occupe là aujourd'hui? Quand j'étais en train de l'écrire, j'ai trouvé que ce que j'écrivais, c'était quand même un peu impressionnant parce que je ne le connaissais pas. C'est pour ça que si tout ça s'avère vrai, ça prouve que la vie existe après la mort parce que c'est ce qu'ils m'ont enseigné. Mhm.
Moi, je le connaissais pas, donc en même temps, ce témoignage, pour moi, c'est aussi une preuve que la vie existe après la mort. Donc pendant que j'étais en train d'écrire, quelquefois, je me disais quand même: «Tu d'écrire ça quand tu es gonflé, quoi, parce que personne l'a écrit et toi, tu es là, tu crois que tu détiens la vérité». Enfin, c'est pas moi, hein. J'ai fait écrire Laïa, mais bon. Moi, après, quand j'ai relu, j'ai dit: «Quand même, c'est gros, quoi». J'ai envoyé, un message à Philippe Guillemin sur, Messenger. Il m'a gentiment répondu, «Oui, c'est intéressant», il m'a dit, c'est lui qui m'a dit, il a écrit sur Messenger, il m'a dit: «C'est un langage d'expert en cybernétique ou de spécialiste en physique de l'information». Je ne savais pas ce que c'était et ah oui, il m'a dit: «Avez-vous lu mes livres?» Et j'ai dit: «Non, pardon, j'ai pas lu vos livres». Il me dit: «C'est pas grave» et donc j'ai continué, donc je lui ai dit: «OK, je vous enverrai mon livre quand j'aurai fini de l'écrire». Et je lui ai envoyé des vidéos que j'ai faites pour voir si ça l'intéressait de le faire. Il m'a répondu qu'il les regarderait quand il aurait le temps. Bon voilà, c'est tout. Bon après c'est quelqu'un de pris et cetera. Oui, c'est quelqu'un d'extrêmement pris. Voilà Et et alors, puis vous avez mis des années avant de parler de ces messages, puisque c'est arrivé, dites-moi en quelle année cet accident? c'est arrivé en 1996 et j'ai écrit le livre, il est sorti en 2003, 2023. Donc oui, Comment ça se fait que vous avez mis tout ce temps? Donc il y avait la peur, de l'opprobre, de aussi, hein, vous disiez, beh, on va se dire: «Mais pour qui elle se prend?» Il y avait cette peur-là. Est-ce que aussi par rapport à votre entourage, c'est vous avez pu en parler? C'était entendable l'expérience que vous avez vécue? ouais, c'est ça. C'est que pour en parler, il faut que ce soit entendable. Donc quand c'est pas entendable, vous en parlez pas puisque vous avez c'est comme si vous parliez à un mur. Moi, je ne voulais pas heurter les gens, j'en ai parlé à mon mari qui m'a dit: «Oui, tu as été très secoué, OK, merci» et puis ça le dérangeait peut-être. Moi, je voulais pas déranger les gens. Certains veulent penser qu'il n'y a rien après la mort. Certains sont tranquilles de se dire: «Après, moi, tout ce que j'ai fait de mal maintenant, je m'en fiche parce qu'après, il y a rien». Oui, ou tout simplement: «La vie, c'est fatigant, je vais pouvoir me reposer quand je serai mort. Hein, s'il y a quelque chose, je vais de nouveau devoir bosser». Oui, c'est surtout plutôt de se dédouaner de tout enfin, pour moi, de se dédouaner de ce que vous faites ici. Parce que si vous avez un but et un apprentissage, vous avez un lien et vous vous sentez aussi connecté avec, on est tous connectés. Alors que si vous pensez que vous êtes isolé, que vous êtes encore dans l'addition, que le un il est tout seul, et bien là, vous faites des choses que pour vous tout seul, au détriment de certains. Donc je pense un moustique là, voilà ça y est, j'ai réussi à le tuer. Donc je pense que, il faut travailler pour comprendre comment ça marche vraiment. Parce que si on est dans l'erreur, on arrive à se taper la tête contre, un mur un jour. Donc il faut se rapprocher de la vérité. Et Voilà. puis c'était pas ça devait pas être facile non plus pour vous parce que vous êtes une scientifique, hein, comme je le disais, en début d'entretien, vous êtes ostéo, vous êtes kiné, vous avez fait un master, en santé. Est-ce que vous avez aussi craint les réactions de vos patients ou de vos collègues ou des institutions, Oui, après, vous administratives? avez toujours, périodiquement des chasses aux gourous, donc je ne veux pas, que les gens bon maintenant on est beaucoup plus ouvert à ça et surtout que j'ai abouti à pouvoir le transmettre. La carrière est avancée, donc j'ai moins de soucis pour ça et les gens s'intéressent plus à ça, donc il y a de la demande plus. Donc on quand il y a de la demande, si vous avez le panier, vous pouvez le remplir. Si vous n'avez pas le panier, vous ne le remplissez pas. J'avais demandé à l'hôpital à voir un psychiatre pour avoir un papier comme quoi j'allais bien. Je savais que j'allais bien, mais je voulais avoir le papier et Pour qui? Pour prouver à qui que vous alliez bien? Puisque vous, vous saviez que vous, vous alliez bien. C'était pour qui? pas pour en le dire, pour vous le dire. Parce qu'on pourrait très bien me dire: «Ah bah oui, mais l'examen tu l'as pas fait sur le moment». Oui, je l'ai fait sur le moment. Je lui ai pas parlé de la NDE, je lui ai pas parlé de ce que j'avais vécu, je lui ai parlé de tout le reste. Hem et elle m'a dit que j'allais très bien, qu'il y avait qu'une seule chose qui me dérangeait, c'est que je souffrais énormément. Puisque la foudre avait touché la corne postérieure de la moelle épinière, c'est le centre de la douleur, donc vous imaginez pas les douleurs que c'est. Ça, si un jour, j'arrive à
à dealer avec ces consciences, je leur dirais: «Mais ça, faut plus le faire aux humains, ça sert à rien, ça n'avance pas». Enfin, je pense pas que ce soit, c'est trop fort. On se rend pas compte, de ce que ça peut faire quand on est décorporé. Parce que justement, on a le choix pour revenir. Je sais pas si ça vous intéresse que je parle de ça Oui, maintenant? tout à fait. Bah, alors on n'a pas toujours le choix, mais apparemment vous, vous l'avez eu. Voilà, et je pense qu'on a le choix lorsque notre corps est capable Mmh. de revivre. C'est sûr, s'il est déchiqueté en petits morceaux, et qu'il est trop vieux, vous avez pas le choix. Voilà. Donc je pense qu'on a le choix de revenir, et quand on revient, on se rend pas compte de la souffrance, et heureusement, sinon on serait tellement bien, on voit qu'on est tellement bien, on reviendrait pas. On se rend pas compte. C'est pour nous, c'est comme un film, et on se dit: «Tiens, on va passer le cap, on va passer ce délai et puis ça ira très bien, on va gérer». Ouais, on va gérer, mais la douleur, c'est très, très, très dur à gérer quand vous l'avez très forte. Ça, c'était une douleur physique, mais vous avez aussi des douleurs morales qui doivent être aussi très, très fortes, et ça m'a appris ensuite dans ma vie professionnelle à quantifier la douleur, puisque j'avais un étalonnage assez poussé. J'espère que ça va pas plus loin que ça, parce que je sais pas comment, enfin si, moi, à un moment donné, c'était allé tellement fort, j'étais à l'hôpital et ça a été tellement fort, je pouvais plus gérer. Pour moi, c'était 90/100. Je m'étais fait mon schéma pour pouvoir savoir quand est-ce que je craquais. Je pouvais plus gérer, je pouvais plus gérer. J'ai été réveiller l'infirmière de nuit qui m'a dit: «Allez vous coucher», et je me suis dit: «Bon, bah, c'est trop, je peux plus». J'avais plus la tête pour réfléchir à quoi que ce soit. J'ai dit: «Ben, je Oui, vais sauter et par la pas fenêtre». d'aide. Eh oui, je vais sauter par la fenêtre, je peux plus faire autre chose, et quand j'ai ouvert la fenêtre, j'ai dit: «Bon, ben», j'ai eu peur de mourir, en fait, parce que j'étais décidée, quoi. J'avais plus d'autre chose, c'était pas, j'avais plus le choix. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai eu peur. Ça a fait diminuer la douleur immédiatement, et là, j'ai dit: «Waouh, c'est super». Quand tu as peur, la douleur, elle passe de 90 à 85, donc tu arrives à réfléchir. Alors j'avais un moyen supérieur de pouvoir gérer cette douleur, voilà. C'est Donc amusant parce que vous dites: «On est bien de l'autre côté» et malgré tout, vous avez eu peur de mourir. oui, et oui, quand j'ai ouvert la fenêtre, au moment de l'ouvrir, j'ai su que j'allais sauter, que j'allais mourir, et là, j'ai eu une décharge de noradrénaline, tout ça, et ça a sécrété des hormones qui ont fait que j'ai eu moins mal. Je pense que c'est l'instinct de survie du corps, mais pas de la Mmh. conscience. Mmh. Je pense Oui. que c'est le corps qui vous parle à ce moment-là, c'était le corps qui souffrait, hein. Donc voilà. Donc moi, j'ai étalonné cette douleur jusque-là, et à partir pour moi, c'est mon 100%. C'est pour moi, voilà, j'espère que ça ne peut pas aller plus loin, et à partir de là, ça a diminué tout doucement, ça a duré des années, et j'ai pu connaître les stades de douleur de mes patients et leur donner des conseils sur ce qu'ils pouvaient faire, Oui. sans se droguer forcément. En se droguant, de toute façon, ils les ont les drogues, ça, c'est pas moi qui les donne, mais des techniques, voilà. Ça Et m'a aidée pour mon travail. qu'est-ce qui vous a fait prendre ce choix de revenir? Puisque vous étiez bien et donc qu'est-ce qui a fait que malgré que vous étiez bien, vous vous êtes dit: «Bah non, je vais quand même revenir»? Ouais. Alors ce qui est rigolo dans mon expérience, j'en ai regardé d'autres ensuite parce que sur le moment, je ne savais pas que ça existait. Heu, c'est que je me regardais en même temps, je m'observais en même temps, et donc j'ai compris que j'étais décorporée déjà. J'ai compris parce que je me suis dit: «Tu es morte ma vieille», c'était le mot que je me suis dit, et je me suis dit: «Bah, c'est pas possible parce que si tu sais que tu es morte, c'est que tu es pas morte parce que tu le sais». Donc j'ai compris que la conscience, comme ça, j'ai chanté direct, et je suis passée en mode, bah, ça y est, c'est bon, tu es hors de ton corps, tu peux partir, et j'étais super joyeuse. Effectivement, on est très joyeux, on est bien, et on a envie d'aller, je suis arrivée dans un endroit où vous aviez une porte, pour moi, c'était comme une parenthèse, et on a envie d'aller vers, cette lumière, et je savais que c'était pas une lumière parce que je savais que j'étais une conscience et que j'avais pas de yeux d'œil, et donc c'était une énergie. Et elle s'était organisée en humain, habillée plus ou moins avec quelque chose d'indéfini, et voilà. Et donc quand vous êtes là, vous avez envie d'y aller. Ce qui m'a arrêtée déjà, avant de penser à revenir, d'abord ça m'a arrêtée, c'est qu'ils se sont mis sur les côtés, et j'ai compris que s'ils étaient sur les côtés, c'était pour que je les voie moins et que j'y aille pas, que je réfléchisse. Donc à ce moment-là, vous avez un pouvoir, énorme, c'est-à-dire que vous pouvez réfléchir, vous tout seul, sur ce que vous voulez faire.
Personne ne vous conseille. Ils m'ont pas dit: «Viens, ne viens pas». Ils m'ont dit: «Réfléchis, c'est toi qui décides». Par contre, j'ai eu des transmissions à ce moment-là. C'est à ce moment-là que j'ai eu, les messages et c'est à ce moment-là que j'ai pu discuter avec eux. Je leur, j'ai vu, hem, mon futur probable à ce moment-là. Comme je voulais mourir, enfin je voulais pas mourir, je voulais passer cet endroit-là et le futur probable, c'était mon enterrement. J'ai vu mon enterrement avec, ma grand-mère, ma maman, ma sœur, il y avait aussi, mon mari, mon père et cetera. Mais j'ai senti la douleur de ma maman et de ma grand-mère. C'est plus que sentir, je l'ai vécu à leur place Mmh. et j'ai dit: «Mais non, ça non, ça, il faut pas qu'elle vive ça. Il faut pas ça, il faut pas, il faut pas». Donc déjà ça, je pouvais pas passer, ça me bloquait encore plus. Donc je restais là, sans penser à revenir. Déjà, c'était: «Tu dois pas passer» parce qu'on sait, donc c'est pour on a dû venir plusieurs fois parce qu'on sait que si on passe, c'est pas réversible. Alors qu'à l'endroit où j'étais, c'était réversible. Donc il y avait cette chose-là. Et il y avait une autre chose, c'est qu'ils m'ont fait, le chargement des infos et ils m'ont dit: «Tu leur expliqueras». Donc ça, c'est leur expliquer, il faut revenir. Il y avait autre chose, c'est que je savais que j'allais souffrir et et je leur ai dit: «Oui, mais est-ce que je pourrais revenir au même endroit, c'est-à-dire dans cet état-là, avec toute ma conscience, avec toute ma capacité de profiter de ce qui va m'arriver maintenant, si mon corps est malade, quand je vais être très, très vieille et s'il est peut-être sénile, s'il a des maladies neurodégénératives, si, je suis en mille morceaux, enfin, est-ce que je pourrais revenir là, aussi bien?» Alors ils m'ont assuré que oui et plus que oui. C'est-à-dire que au plus vous vivez dans la matière, là, incarnée dans notre corps, au plus vous accumulez des informations qui font grandir votre conscience et qui lui permettent de jouir, plus avec des niveaux supérieurs de sa vie après votre passage sur terre. Je Et ça, c'est une conscience individuelle qui se fond dans une conscience collective? Comment ça se passe? Comment vous avez senti que ça se passe? Alors je pense qu'effectivement, que, c'est une conscience, individuelle qui a accès. C'est l'inverse, c'est la conscience collective qui a accès à la conscience individuelle, qui peut être recrutée en fonction de sa spécialité. C'est-à-dire que, si vous avez des communications avec les défunts, si les gens peuvent parler à des consciences, comment ils vont réussir à chercher cette conscience parmi les mémoires, énormes, de toutes les autres consciences? C'est parce qu'ils vont penser à cette personne. Ça peut aider d'avoir une photographie de leur incarnation, terrestre, donc de leur une photographie d'eux-mêmes quand ils étaient vivants. Ça peut aider d'avoir leur voix. Ça peut aider surtout d'avoir des émotions, parce que les émotions, elles arrivent à activer cette conscience, qui va se réactiver parmi la conscience globale. Ça me fait penser à un film que j'avais vu, c'était un où quand on pensait aux gens, ils étaient encore un peu vivants et le jour où on pensait plus à eux, eh ben, ils allaient mourir une deuxième fois. Et c'est pas un dessin animé? Oui, Oui, je ne sais plus le nom, mais c'est oh, chose comme ça. superbe. C'est trop mignon et ça fait penser à ça. Je pense pas qu'ils meurent une deuxième fois, mais ils arrivent moins à se recruter en conscience individuelle. Ils deviennent, heu, le l'essence du reste, sans arriver à devenir une conscience, individuelle. Voilà. On arrive à les recruter quand on pense à eux, quand on parle d'eux, quand on a surtout l'émotion qui est beaucoup plus puissante que la raison. L'émotion traverse le temps plus que la raison. D'ailleurs, c'est comme ça que certains arrivent à créer le futur, mais ça, c'est après, c'est de la magie, hein. Si vous avez l'émotion d'un événement qui est déjà réalisé dans le futur, vous avez toutes les chances d'avoir cet événement. Après, vous pouvez avoir d'autres personnes qui ont l'émotion qui n'est pas réalisée, donc après c'est de la c'est une sorte de joute entre les 2. Mais ça arrivait à ma fille quand elle était gamine. Elle savait que et elle était contente, elle disait: «Ouais, je vais finir à 3 heures ce soir». J'ai fait: «Mais comment tu le sais ça?» Elle me dit: «Mon prof de d'anglais, il va pas venir». «Bah ouais, comment tu?» Elle me dit: «Je sais qu'il va pas venir, j'en suis sûre, 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 sûre». Mais il venait pas le prof d'anglais. C'est arrivé pas qu'une fois, c'est arrivé les copains, ils lui demandaient, ils lui disaient: «Alors il vient le prof là, demain?»
Elle prenait des rendez-vous chez l'orthodontiste, en fonction de ça, mais ça marchait, hein. Mmh. C'est parce elle avait déjà l'émotion, elle avait déjà, la certitude que ça allait arriver. Puis c'était des petites choses pas assez probables aussi, hein, somme toute, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que toutes ces informations sur la conscience, sur la matière, qu'est-ce que ça a changé dans votre propre vie, que ce soit votre vie personnelle ou que ce soit votre vie, professionnelle? Notamment dans vos contacts avec vos patients, dans ce que vous vous autorisez à leur dire, heu, aussi dans votre vie de tous les jours. Comment est-ce que cette connaissance a modifié vo j'ai envie de dire votre mission de vie? Ça m'a fait prendre conscience de la conscience, un peu plus. Mmh. Un peu plus que c'était l'époque où quand j'ai eu cet accident, où il fallait que je fasse des enfants. Moi, je voulais avoir des enfants, donc j'en avais pas encore. Il fallait que je m'occupe de mon cabinet parce que je venais de m'installer. C'était Mmh. que des choses matérielles et je pensais que c'était ça la vie. Donc ça m'a fait voir une autre dimension qui est, immensément plus importante, de la vie. Et et en parlant aussi avec mes patients, j'ai pu, hem, susciter des de ces langages-là parce que certains étaient plus avancés que moi, plus âgés aussi et ils ont pu aussi m'apprendre des choses comme ça et on a pu échanger, évoluer tous. Également, j'ai compris qu'on pouvait soigner le corps, mais surtout, il fallait qu'on s'occupe à soigner la conscience, pour soigner la conscience. C'est encore trop soigné par la matière, alors que tout ce qui est art, beaucoup de gens essayent de soigner la conscience, mais ne savent pas qu'ils font ça. Ça tombe toujours ensuite sur le côté matériel, c'est pour faire du business. Donc c'est pour ça qu'il faut raisonner autrement et voir qu'on peut, réussir à soigner cette conscience en entretenant son corps au mieux possible. Mais cette conscience, comme elle est éternelle et qu'elle évolue, en permanence, elle ne va pas mourir. Voilà. En même temps, ça nous donne une responsabilité de nos actes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reste droit. Ça m'a permis de comprendre ce qu'était, rester, on appelle ça aligné, mais rester soi. Rester soi, c'est pas juste vous dire: «Je m'appelle, Dominique Graziani, je suis, mon métier, voilà, je me définis par mon métier, puis après c'est quoi? Il y a rien, quoi». Non. Rester aligné, c'est savoir ce qu'on pense, notre savoir, donc être en lien, penser notre savoir, d'accord? Ensuite, dire ce qu'on sait, donc c'est de plus en plus densifié, hein. Ensuite, faire ce qu'on dit. C'est un alignement entre ce que je suis, ce que je sais, ce que je dis et ce que je fais. Et vous êtes beaucoup plus attentive à ça depuis cette EMI Je et crois que d'être alignée? je l'étais déjà parce que j'étais assez entière, mais j'ai été plus attentive à le oui, peut-être à le renforcer et à dire aux autres de le faire. Parce que quand vous êtes comme ça, vous êtes un pilier, hein. Vous êtes un pilier. Je veux pas dire que vous disiez tout ce que vous pensez. Vous pouvez, faire le tri, mais vous savez pourquoi vous faites le tri. Vous êtes en lien avec vos pensées. Vous pouvez même mentir, mais vous mentez pour le bien de la autre et vous savez pourquoi vous mentez. C'est pas vraiment un mensonge, ça peut être une protection. C'est pareil, vous êtes pas obligé de faire tout ce que vous avez dit. Si entre temps vous avez vu que vous êtes trompé, vous pouvez changer d'avis, mais vous savez pourquoi vous changez d'avis. Donc c'est pas quelqu'un qui ment et qui dit ce qu'ils pensent pas. Vous avez des gens qui retournent les choses, qui vous disent, «Nous allons faire un regroupement hospitalier» et puis en fait non, ils font pas un regroupement. C'est juste qu'ils enlèvent un hôpital, alors tout le monde est obligé d'aller sur l'autre. C'est pas un regroupement ça, c'est l'inverse. «Nous allons faire un plan pour l'emploi». Bah oui, c'est pas un plan pour l'emploi, c'est un licenciement mon vieux. Ça c'est l'inverse, ça c'est des alors c'est des gens, mais après c'est des structures aussi qui se cassent elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus fondées. Ça, c'est des fondés. Mais déjà avec le corps humain, avec nous humains, voilà, ça m'a appris à ça, à essayer de rester aligné. C'est-à-dire moi, je suis ostéopathe, j'ai des tarifs libres, pour parler des tarifs,
parce que les gens ont toujours beaucoup un problème avec un rapport à l'argent. Moi, je pense que je demande aux gens de me donner ce que je pense juste, par rapport à ce que j'ai fait, puis par rapport à eux aussi. C'est-à-dire que surtout par rapport à ce que j'ai fait, mais bon, si j'ai un étudiant machin et que lui, il a du mal à aller s'acheter ses pâtes à midi, je vais pas l'embêter. Mais et puis moi, j'aurais pas envie, donc ça sera pas, mais j'essaie que ce soit juste pour tout le monde. Donc quand on me dit: «Quel est le prix?» ben, en plus, je ne sais pas parce que je vais pas faire un prix fixe. Je sais pas ce que je vais te faire. Si je te fais moins que l'autre, ben je vais te prendre moins. Voilà. Donc moi, j'ajuste en fonction. Ça m'a permis de rester alignée. Je veux être, hem, je veux faire les choses et je dis à mes enfants: «Moi, je veux être un bon ancêtre. Je veux pas vous transmettre des choses que vous allez prendre en bagage. Essaye de purifier le plus possible pour être un bon ancêtre. Mais je vais dire: "Je veux être une bonne conscience aussi"». Je veux pas errer dans mes problèmes que je ne pourrai pas résoudre. Il faut savoir que quand vous êtes incarné, vous pouvez résoudre des choses que vous ne pouvez plus résoudre quand vous êtes, pas incarné. Vous devez revenir vous incarner, entière ou pas entière, comme vous disiez, est-ce qu'on est dilué dans l'inconscience? Alors peut-être qu'on prend différentes informations ailleurs, mais vous devez travailler ici ce qui doit être fait, dans la matière. Donc autant le faire là. Quand vous y êtes quand l'occasion se propose, c'est que vous êtes capable de le faire, faites-le. Malheureusement, je dis souvent, quelqu'un qui vit des choses très, très difficiles a la capacité de les vivre, malheureusement. Je pense toujours aux handicapés parce que c'est tellement injuste. Mais je me dis, je pense que ce sont des consciences qui sont déjà très, très fortes et qui peuvent très, très évoluer et qui peuvent supporter les expériences uniques, parce que là, c'est vraiment unique, d'une personne en handicap, dans une société, voilà. On dit: «C'est comme ça». Donc soigner sa conscience, tant qu'on peut le faire, c'est tellement facile. En plus, c'est souvent réversible dans la matière, donc on peut revenir. Il y a qu'une chose où on peut pas revenir, vous savez, hein? Dites. C'est quand les gens disent: «Il a donné son âme au diable». Ils peuvent pas revenir parce que c'est pas dans la matière, donc vous pouvez rien faire. Vous avez beau, faire tout ce que vous voulez, il faut travailler à l'autre niveau. C'est une fois que vous êtes décorporé ou arrivé à avoir des liens, donc si vous avez déjà donné votre âme au diable, c'est que vous avez été tenté. Ça veut dire que vous avez été tenté par l'argent, par le succès, et puis par le mensonge et par la tromperie. Mais tout ça pour avoir l'argent, le succès, la santé, soi-disant l'immortalité et c'est ça qui vous est mont qui vous tente. Donc pour ça, vous cassez votre alignement. Voilà. Donc pour revenir, il faut refaire son alignement et il faut avoir des liens avec sa conscience pour la réparer. C'est pas facile parce que quand vous avez donné votre âme au diable, ça veut dire que vous avez pas de lien avec votre conscience. Ça veut dire que vous avez pas conscience de votre conscience. Ça veut dire ça. C'est qu'après vous en avez conscience. Après vous le criez, vous dites: «Ah, j'ai donné mon âme au diable», vous avez tous les chanteurs là, vous regardez leurs chansons, mais vous regardez les paroles, mais ça fait de la peine, quoi. Je vais bientôt interviewer normalement, si tout se passe bien comme prévu, un prêtre exorciste. Donc on parlera à ce moment-là du mal et comment se délivrer du mal. Oui. Après ils ont une vision, un peu, liée aussi à la Oui, puis c'est intéressant d'entendre, ce que les personnes ont à dire, ouais. ça ne veut pas dire qu'on doit être toujours d'accord heu, Bien sûr, avec tout le monde, mais je trouve que c'est intéressant pour des vérités, d'entendre je différents points de vue. ouais, ouais, ouais. Vous Je suis disiez que, bon, à ce moment-là, il y avait pas le panier pour donner, ce que vous aviez à donner, à remplir le panier. Donc vous oui, avez vraiment l'impression que depuis toutes ces années, depuis, donc la fin des années, 90, qu'il y a eu une grande évolution dans l'accueil, dans la spiritualité, dans l'évolution, l'intérêt, que ce soit pour les EMI ou pour, d'autres phénomènes? je vois que ça intéresse pas mal de gens parce que j'ai fait quelques vidéos, ça a déjà fait plus de 200 000 vues, 250, poupées. Mais, dans les années, 96 quand j'étais, en EMI, vous aviez pas les réseaux sociaux, donc, il y avait qu'une chose, il fallait l'écrire
et puis après, c'était personne le connaissait. Alors que là, on peut le faire connaître par les médias alternatifs qui maintenant sont des médias importants, qui sont, à travers internet. Voilà, donc maintenant beaucoup plus de gens peuvent, transmettre des choses, des fois tout et n'importe quoi, mais bon, par ces médias-là, et je pense que ça a contribué à éveiller les gens aussi malgré tout. C'est pas toujours bon internet, mais ça a contribué à éveiller les gens. Oui, Mais c'est il un faut outil, ça dépend comment on l'utilise, hein. avoir c'est ce que j'allais dire. Il faut avoir le projet de ce qu'on cherche. Si vous vous laissez guider par l'algorithme qui décide à votre place, vous avez peu de chances d'avoir votre projet de recherche. Si vous avez un projet de recherche, vous allez trouver. C'est pour ça que je vous dis, il faut avoir l'interrogation pour avoir la réponse. Moi, je peux pas donner des réponses aux gens s'ils ont pas l'interrogation. C'est pour ça que les profs à l'école disent, «C'est un élève curieux, il pose des questions». Voilà, c'est ça. Faut poser des questions, faut pas juste apprendre par cœur parce que, bah, tu sauras juste, réciter ce qu'on t'a dit, mais tu sauras pas inventer. D'ailleurs, on n'apprend pas forcément à nos enfants à inventer, mais bon, ça, c'est un autre discours. Ouais. Alors si vous n'aviez qu'un seul message à transmettre, à l'humanité par rapport à votre expérience, qu'est-ce que vous auriez envie de partager? Je parlerai, je dirais aux gens de rester, entiers et d'essayer de se connaître. Donc pour ça, il faut se connaître. Il faut connaître sa conviction profonde, ce que vous êtes, pour savoir ce que vous savez. Et pour dire ce que vous savez et pour faire ce que vous dites. Pour rester aligné, savoir comment vous vous alignez, comment vous vous recentrez. Arrêtez de se disperser, heu, voilà. Bien voir vos drogues. Ça peut être la télé, ça peut être, dormir, ça peut être, toutes les drogues que vous avez et savoir qui vous êtes. Pour vivre mieux, pour, justement arriver à faire, évoluer votre conscience dans la joie. Et là, vous a ça va vous plaire, ça va vous ramener de l'énergie, ça va vous c'est ça la vie. Mais Comprendre comment faire quand on est, plongé dans les problèmes, les gens qui justement, bah, souffrent d'addiction ou les personnes qui sont dépressives ou en burn-out? Comment est-ce qu'elles peuvent, se reconnecter à cette conscience profonde, d'eux-mêmes? alors j'ai pas la solution comme ça puisque moi j'ai eu des messages pour la matière, l'espace et le temps. Mais, je pense qu'on peut travailler à différents niveaux. On peut travailler à la base avant que ça nous arrive, de connaître la je pense que si on se rapproche de la réalité, on a moins de souffrance. Parce que pour moi la souffrance et la maladie et le burn-out et tout ce qu'on peut même des souffrances psychologiques, c'est un écart. C'est un écart entre la réalité et l'attendu. Même une souffrance de la peau, c'est un écart entre la réalité que vit la peau et l'attendu. Si je coupe la peau, les cellules s'attendent à être jointes, elles comprennent qu'elles ne sont pas jointes, on va parler d'elles, comme si c'était et quand il y a une information nerveuse qui arrive au cerveau, c'est pas du tout ce qui était attendu. Là, vous avez la souffrance et heureusement parce que vous arrivez à savoir que vous êtes en danger. Mais c'est ça, la souffrance, c'est un écart entre l'attendu et la réalité. Donc je pense que si on travaille c'est pas tellement du travail, parce que le mot travail, ça nous empêche de le faire, mais si on progresse en joie, en cherchant, la vérité, ce qui se rapproche le plus de la vérité, eh bien, on sera moins en souffrance. Donc psychologue, thérapie énergétique, thérapie spirituelle, tout ça pour aider à se reconnecter. Après, si vous avez quelqu'un qui n'a rien compris dès le départ et qui n'a pas été dans des je ne juge pas parce qu'ils ont tous on a tous nos raisons d'être comme ça, mais qui n'a pas eu l'occasion dans sa vie, il a été éloigné de la réalité, il a été dans ce concept humain de l'addition, de la compétition, de plein de choses qui sont fausses. À la fin, il a une souffrance qui est tellement surajoutée, ça fait une sorte d'empilement de poupées russes qui sont toutes malades. C'est difficile d'arriver à faire que du symptomatique sur son burn-out. C'est pas le moment de lui parler, là, on va lui donner des médicaments, voilà. C'est un peu tard. Quoique, si on arrivait peut-être à lui montrer que, bien, il y a pas que son corps, il y a aussi, sa conscience. Il y a aussi une façon de se regarder en moi, ce que je fais avec les gens qui ont vraiment besoin de beaucoup d'aide parce qu'ils sont dans cet état-là, quoique c'est pas mon métier, mais quelquefois ils se font mal aussi parce que ils se disent: «C'est la loi des séries», donc voilà. Je leur dis: «Regardez-vous de l'extérieur. Parlez de vous,
à la troisième personne. Comme si moi je me disais: «Ah bah Dominique, bah là, elle est encore stressée là, parce qu'elle a ses factures à payer, elle est encore stressée, mais elle trouve toujours des solutions». Du coup, je ris pour moi. Donc ça vous met un écart par rapport à votre émotionnel d'humain, ça vous met un écart. Ça peut être un moyen, mais bon, après ça, c'est pas vraiment ce qu'on m'a appris, mais travailler en conscience et que Est-ce ce que soit pardon, allez-y. et que ce soit aussi pris en considération par nos soignants. Parce qu'on a des soignants qui ne travaillent que dans la matière. Vous allez voir même un psychiatre, enfin, pas tous, mais certains, ils vous donnent que des médicaments, ils vous écoutent pas, hein. Parce qu'ils ont leur liste, ils se disent: «Bon, de toute façon, celui-là, il va falloir que je lui donne ça, donc ça sert à rien que j'écrive pendant une heure que je l'écoute pendant une heure». Voilà. Ils ont un métier de prescripteur. Il faudrait repenser aussi ce système de soins. On pourrait soigner les gens, avec ça en plus. Est-ce que vous avez, une anecdote ou, une expérience particulière qui est liée à votre, EMI? Ou une pratique qui a profondément changé depuis que vous avez fait cette expérience? Est-ce qu'il y a quelque chose de voilà, que vous auriez envie de partager de l'ordre d'une anecdote ou de quelque chose qui a vraiment profondément changé pour vous? Alors, je ne sais pas si ça servira à beaucoup de gens, mais moi, quand je travaille en ostéopathie, j'ai fait des techniques crâniennes, tissulaires, structurelles et cetera. Et j'aime plus la technique, tissulaire qui travaille sur tous les tissus de l'organisme, que ce soit de l'os à aux veines, aux tout ça. Parce que, à partir du moment où vous vous mettez en phase avec le tissu de ce que vous voulez soigner, si vous rajoutez de la conscience, vous sentez que le tissu, il a de la conscience et vous avez des informations sur son état. Donc en fait, à tous les niveaux de notre organisation matérielle, vous avez, heu, une organisation de la conscience. Ça veut dire qu'on est super puissant dans le soin, tous. Après, il faut pas être gourou non plus, mais voilà, ça m'a appris que quand vous soignez en conscience et on dit souvent: «Celui-là, il a de bons résultats parce qu'il a envie de me soigner». Voilà. Celui qui vous soigne et qui dit: «Waouh, quelle heure il est là, faut que je parte, j'ai mes gosses à aller chercher à l'école, j'ai pas que ça à faire, quoi». Il est pas présent. Ça marchera moins. Faut pas être forcément présent en concentration, mais quelquefois, même quand vous êtes moins concentré, ça marche aussi. Moins concentré parce que vous parlez d'espèces d'état, hypnotique et donc là où justement on est en connexion, mais sur un autre plan. En connexion, mais librement, pas en souffrant. Voilà. Ce que Oui. je On se Ouais. libère, un peu de cette, conscience analytique qui nous permet d'accéder à d'autres niveaux, mais d'être présent différemment. Ce que j'ai appris aussi, c'est que pour répondre à votre question, c'est qu'on peut apprendre sans souffrir et je pense qu'on apprend que dans la joie et dans le jeu. D'ailleurs, ça a déjà été dit, je ne sais plus quel, qui disait, «Il n'y a rien de plus sérieux qu'un enfant qui joue». On essaye quand on rentre à l'école de nous dire: «Tu vas travailler, hein, ça va être dur, dur, dur». Là où on apprend le mieux, c'est quand on joue, c'est quand ça répond à ce qu'on est. C'est là qu'on est dans la vérité. Donc c'est pareil pour soigner les gens. Il faudrait que le soin soit agréable et que le soin soit des soins qui sont plus durs que la maladie. Il faudrait y repenser à ça. Quand vous avez un cancer, mais vous avez une double dose. Non seulement vous avez votre cancer, mais en plus, vous avez tout le traitement et c'est souvent le traitement qui vous tue. Enfin, il en guérit certains, mais il faudrait trouver des traitements qui sont plus doux, que ce soit moins de la souffrance. On n'est pas né pour, souffrir. Souffrir pour être belle, je vois pas. Je Une femme qui souffre, malheureusement, elle est pas belle. Un homme qui souffre aussi, malheureusement. Et vous avez des gens qui sont moches, qui ont le visage tout de travers et qui sont joyeux. Moi, je les trouve beaux. Voilà, donc c'est Qu'est-ce que ça. vous aimeriez, ajouter pour, clôturer cet entretien? Quelque chose que vous n'auriez pas encore dit ou, quelque chose sur lequel vous aimeriez insister? Oui, heu, j'aimerais ça m'a permis aussi de comprendre la différence entre le bien et le mal. Ça paraît un peu manichéen comme, mais j'ai des fois, des gens qui me disent: «Mais c'est quoi le mal?» On a l'air de dire, c'est qu'une valeur, c'est vraiment, il y a des gens qui ont du mal à savoir, la différence entre le bien et le mal.
Et avec, avec ce que j'ai appris et avec, cette vision de cette conscience et comment marche donc la vie, le bien, c'est simple, c'est ce qui va dans le sens de la vie, au plus profond. Donc au plus on la connaît, au mieux on sait comment elle marche, au plus on sait, comment on arrive à fonctionner avec et au plus on sait ce que c'est la vie, aller dans le sens de la vie. Et le mal, bah, c'est l'inverse, c'est ce qui la détruit. Donc ça paraît très, très simple, un peu puéril, mais si vous comprenez pas, hem, tout, eh bien vous allez patauger, vous allez plus savoir est-ce que c'est bien ou c'est mal. Est-ce que c'est mal, de frapper un chien? Ah bah, pourquoi? Personne va le savoir. Vous voyez? Bon, il y en a, ils arrivent pas à savoir. Est-ce que c'est mal de mentir à un peuple? Puisqu'il va bien le peuple, il continue à être vivant. Est-ce que c'est mal de leur mentir? Ils savent pas jusqu'où ça va. Voilà. De toute façon, ils s'autodétruisent ceux qui sont dans le mal aussi, ceux qui sont dans l'antivie parce qu'ils finissent par couper la branche sur laquelle ils sont assis, hein, et ils vont tomber après les autres branches, mais ils vont tomber, aussi. Enfin, ils sont peut-être déjà tombés à un autre niveau, hein, mais bon. Donc je dirais ça. Essayez de comprendre ce qui va dans le sens de la vie et ce qui va dans le sens de votre progression de votre conscience. Après, je suis pas psychologue, je connais pas tout, mais vous savez plus que moi. Eh bien, c'est un beau mot de la fin. Je pense aussi qu'il y aura des curieux, alors vous allez remontrer, votre livre, Oui, et je pense que vous mettrez, c'est, l'enseignement de l'enseignement de l'apprentissage de l'au-delà. Vous le trouverez pas sur internet. Je pense que vous mettrez, mon site sur, tout à vous fait, on mettrez le mettra lien votre de site et on va mettre la couverture au revoir. de votre livre à la fin de l'entretien. Oui, merci beaucoup, Evelyne. Eh bien, c'était très intéressant. Dominique, je vous remercie Merci beaucoup de m'avoir, reçue sur votre chaîne. et j'espère que les auditeurs auront été intéressés et auront envie de poursuivre la réflexion en lisant l'enseignement de Léa. J'espère et je suis sûre que ceux qui avaient le projet, ils seront intéressés. Merci. Vous avez aimé cet entretien, pensez à le partager et à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures sur Résilience Psy. À bientôt.